Et c'est important de s'en rendre compte, hein, et de pas croire, de pas vivre dans cette illusion que parce que ça ne va pas bien dans mon couple, tout le reste de ma vie va correctement. Non, si ça va pas bien dans votre couple, il y a de très fortes chances pour que ça se ressente à d'autres endroits. Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amour, Voyage et Liberté. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du moment où on se rend compte que les choses ne vont plus bien, du moment où on a ces éclairs de lucidité en mode merde, en fait, j'ai plus envie de ça. En fait, je crois que j'ai plus envie de ça. En fait, est-ce que j'ai encore envie de ça? Il y a ces moments dans la vie où on va douter des situations dans lesquelles on est, on va douter du travail que l'on fait, du partenaire avec lequel ou laquelle on vit, de la maison dans laquelle on vit, de notre vie de manière générale, des choix qu'on a faits qui soient plus ou moins importants. En général, quand ça touche à des gros choix sur un mode de vie, euh, on se retrouve dans ces périodes de doute, d'incertitude, avec une charge mentale et énergétique énorme, dont on n'a pas souvent conscience, mais qui nous pompe tellement que ça a une influence à tous les autres niveaux de notre vie. Et plus, voilà, plus le problème est important, plus ça vient toucher euh, des endroits solides et stables dans notre vie, plus ça va être difficile d'affronter ces moments-là. Toutes les fois où dans ma vie, je me suis retrouvée confrontée à ce truc de, en fait, est-ce que ça me convient encore? Je sais que ça me créait énormément de charge mentale. C'est-à-dire que c'était comme si d'un coup, j'avais un gros bug dans mon cerveau, dans ma tête, dans ma vie, qui faisait que j'étais obligée, enfin, que je pouvais rien faire d'autre que de penser à ce truc-là. Et du coup, ça avait une influence sur tous les autres niveaux. Le moment où je me suis dit, bah en fait, j'ai plus envie de faire de la rédaction web, par exemple, j'étais complètement bloquée. Je savais plus quoi faire, je savais plus comment j'allais devoir vivre, comment j'allais pouvoir vivre. Je savais plus si je devais rester enfin, je devais rester là où j'étais, de la façon dont je le faisais, si je pouvais changer ça, parce que ça impliquait, ben voilà, mes revenus, ça impliquait des choix de vie que j'avais faits à un moment donné. Typiquement, moi, j'avais choisi d'être rédactrice web parce que c'était pour moi la meilleure solution pour que je puisse continuer de voyager au moment où j'ai voulu changer, alors je ne voyageais plus parce que c'était 2020, mais j'avais toujours ces envies de voyage et je me disais, mais comment je vais faire si d'un coup, je n'ai plus ce travail-là, cette identité-là à laquelle me raccrocher. Euh, et puis du coup, ben, je réinterrogeais tous mes choix de vie. Est-ce que vraiment j'ai bien fait de rentrer et de me réinstaller quelque part? Voilà, ça prenait vraiment beaucoup de charge mentale. J'ai eu plein d'autres moments, typiquement, hein, les moments de rupture amoureuse sont aussi ces grands moments où on se remet forcément toute sa vie en perspective par rapport à ça. Et très souvent, ça fait peur. Et à moins d'en être arrivé à un moment où on ne peut plus encaisser et on est à peu près sûr de notre choix, très souvent, on va mettre beaucoup de temps avant de faire le pas de la rupture ou du changement. Euh,
Dans ces moments-là, ce qu'on va avoir tendance à faire aussi, c'est de se distraire, c'est de faire comme si ça n'existe pas, comme si ça n'existait pas ou comme si ça n'avait pas d'effet sur le reste. C'est-à-dire qu'on va essayer de compartimentaliser en se disant, bon, ok, mon travail me convient plus, ou ok, peut-être qu'avec mon mec, ça se passe pas exactement comme je voudrais, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'être bien dans les autres sphères de ma vie. Euh, donc, par exemple, si ça va pas très bien dans votre couple, vous dire ben, c'est pas grave parce que le travail ça va bien et ça m'empêche pas de faire correctement mon travail et au contraire enfin voilà vous allez vous persuader que ce que vous vivez dans une certaine sphère n'a pas d'influence dans les autres sphères. Ça c'est un peu une illusion, hein. Vous êtes toujours la même personne même si vous essayez de compartimentaliser. Euh, D'ailleurs, sur le fait de comportementaliser, je pense que ça demande énormément de leadership émotionnel et que je pense que la majorité des gens n'ont pas. Et je vous le dis vraiment en toute sincérité, même moi, à certains moments, j'ai du mal à compartimentaliser. Euh, je pense que ça demande un niveau de leadership émotionnel qui est tellement grand, qui est tellement puissant. Ça demande énormément de confiance en soi, ça demande énormément de confiance en la vie, en l'univers, de vraiment compartimentaliser, de le faire de manière vraiment intelligente, c'est-à-dire je sais ce qui se passe dans mon couple, mais je sais poser les limites, je sais me cadrer pour que ça n'influe pas vraiment dans mon travail, ou en tout cas, je me rends compte des endroits où ça peut influencer mon travail. Et dans ce cas-là, je vais faire les ajustements pour. Ça demande un niveau de conscience de soi qui est très important. Et donc, très souvent, on croit qu'on comportementalise, alors qu'en fait, on n'est pas du tout en train de comportementaliser, on est juste en train de se distraire, voire de d'essayer d'éviter de mettre les choses sous le tapis. Enfin, on essaye de mettre les choses sous le tapis, on essaye d'éviter de ressentir trop les émotions. Donc, typiquement, dans ce cas-là, ça se passe pas très bien dans mon couple, je sais pas trop ce que je dois faire, et bien, on aurait une tendance à se dire, bon, bah, je vais bosser, et puis comme ça m'évitera d'y penser. Et donc, de se jeter un peu corps et âme dans le travail, de passer beaucoup de temps au travail, tout ça pour éviter de penser que, en vrai, à la maison, c'est pas la joie. Ou l'inverse, au travail, c'est pas la joie. Vous vous demandez, vous remettez beaucoup en question ce que vous faites. Voilà, vous avez peut-être un manque de sens dans votre travail, mais vous êtes complètement paumé par rapport à ce que vous aimeriez faire. Et du coup, ben, vous allez vous tourner vers votre couple, vers votre famille en vous disant, mais c'est ça qui est super important pour moi. Et du coup, vous allez vraiment être à fond là-dedans, quitte à en délaisser un petit peu le travail alors que c'était quelque chose d'important pour vous. Par exemple, c'est assez caricatural ce que je suis en train de dire, et bien sûr que ça peut s'exprimer avec des nuances, des niveaux différents, et bien entendu que ça peut s'exprimer à d'autres endroits que simplement le couple ou le travail, hein. Ça peut s'exprimer à travers vos hobbies, à travers vos activités sportives, qui peuvent être aussi des hobbies d'ailleurs, à travers, j'en sais rien moi, un engagement par ailleurs associatif ou quoi que vous auriez. Ça peut s'exprimer à travers votre vie sociale. Peu importe, mais en tout cas, on va avoir des endroits comme ça où le déséquilibre que l'on crée dans certaines sphères va être visible dans d'autres sphères. Et c'est assez normal, enfin, je veux dire, on est humain. Euh, a priori, on n'est pas complètement dissocié quand on va plutôt bien et qu'on est dans... Enfin, si vous êtes dissocié émotionnellement, c'est un autre problème. Et là, je vous inviterais vraiment à aller faire un suivi thérapeutique professionnel, voir des psys, etc. Parce que la dissociation, c'est plus grave que ça. Mais quand on est plutôt stable dans sa vie et qu'on est plutôt stable émotionnellement, ça n'empêche que bah, des fois, il y a des trucs qui nous tombent dessus ou des fois on se rend compte qu'en fait on n'a pas fait forcément des choix qui nous correspondent ou que ce qu'on a fait ne nous correspondent plus à l'heure qu'il est et du coup ben, on est un petit peu dans cette période dans un déséquilibre, on ne sait plus où se trouve notre équilibre et finalement c'est un petit peu toutes les sphères de notre vie qui vont être déséquilibrées par ça. Euh, et c'est important de s'en rendre compte hein, et de pas croire, de pas vivre dans cette illusion que parce que ça ne va pas bien dans mon couple, tout le reste de ma vie va correctement. Non, si ça va pas bien dans votre couple, il y a de très fortes chances pour que ça se ressente
à d'autres endroits. Donc, soit vous n'avez plus beaucoup de motivation à aller vers vos hobbies, soit vous mettez la tête la première dans votre travail, ou par exemple, vous êtes très en demande de vos amis et vous êtes vous essayez de reproduire des choses avec vos amis que vous n'arrivez pas à obtenir dans votre couple, ou alors vous allez tromper votre partenaire, par exemple. Voilà, on va aller rechercher tout ce qui n'est pas comblé, le besoin d'affection, le besoin de communication, le besoin de reconnaissance. On va aller les combler différemment parce qu'on se rend compte que dans notre sphère du couple, en l'occurrence, ce ne sont pas des besoins qui sont comblés. Et donc, on va aller chercher à les combler ailleurs. De la même façon, si votre besoin de reconnaissance n'est pas comblé au travail, vous allez aller le chercher ailleurs. Si votre besoin de sens, de clarté, de projection n'est pas comblé dans votre travail, vous allez aller les chercher ailleurs, etc. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, que tout besoin qui n'est pas comblé consciemment est comblé inconsciemment. Et de ce fait, si vous avez un très fort besoin de reconnaissance et que celui-ci n'est pas comblé dans votre couple ou dans votre travail, ou les deux, voilà, vous allez aller chercher à le combler d'une autre manière, à d'autres endroits, et parfois, et souvent de manière inconsciente. Et du coup, comme c'est inconscient, c'est pas forcément fait de la meilleure façon pour vous. Bref, je ferme cette parenthèse-là, mais typiquement, on va osciller en fait entre ces moments de distraction, voilà, où on se dit bon non mais ça va aller, ou alors je mets ma tête, je me je fonce complètement dans autre chose pour oublier que j'ai des problèmes à la maison ou au travail, je pars en voyage, enfin voilà. Et d'autres moments où on est très lucide, par exemple en période de règles, syndrome prémenstruel, où là, on va être hyper lucide et ça va nous revenir comme un boomerang et on va se dire, mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, ça va pas. Et on va remettre en question tout ou partie de ce que l'on vit. Et, et moins on s'adresse au problème, plus le problème revient à certains moments et de manière encore plus forte, plus les doutes reviennent encore plus forts. Si vous êtes hypersensible, hein, je ne parle pas souvent d'hypersensibilité dans ces termes-là, mais si vous avez voilà, une très forte sensibilité, c'est d'autant plus difficile de compartimentaliser et de faire genre tout va bien ailleurs, euh, parce que en fait, vous avez du mal enfin, vous ne pouvez pas inhiber complètement les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez, et donc enfin, c'est normal, hein. Pour moi, c'est très sain comme façon de faire, c'est juste que ça demande à être compris, mais vous allez rediriger toutes ces émotions à d'autres endroits. Bref, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle vraiment de ce sentiment d'être bloqué, de ce moment-là où, dans ces moments de lucidité, on se dit, ça peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Ce sont aussi ces moments où, du coup, on n'a plus d'énergie, où on n'a pas envie. Euh, ouais, on a vraiment ce sentiment de je suis bloquée, je fais du surplace, je sais pas où je vais, je suis complètement paumée. Et ces moments-là, ce sont des moments difficiles à vivre et souvent on attend que ça passe. Et puis ça finit par passer parce que tout finit par passer, sauf que ça revient. Quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après, ça revient. Et si ça revient très régulièrement, c'est probablement qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas, qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire ou dire ou être, qu'il y a un problème que vous n'adressez pas, c'est probablement qu'il y a des décisions que vous ne prenez pas. Et comme vous ne prenez pas de décision, vous continuez à faire toujours la même chose. Et donc, comme vous continuez à faire la même chose, eh bien, les doutes reviennent, les incertitudes reviennent, les peurs reviennent avec elles. Et ces envies de partir, de changer reviennent aussi, même si elles vous font très flipper. J'ai envie qu'on se concentre vraiment sur ce moment-là. Qu'est-ce que je fais dans ces moments où je me rends compte que ça ne va pas, que ça ne va plus?
Comment je fais pour les gérer, ces moments-là? Comment je fais pour les gérer pour qu'ils ne reviennent pas tous les mois comme des vieilles rengaines gonflantes? Parce que ça prend énormément de charge mentale et d'énergie. Comment je fais pour enfin adresser ces problèmes? Je vais vous partager ma façon de faire et la façon que je pense qui est la plus saine de faire, qui est une méthode en 5 étapes. Euh, je vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas facile. Mais je pense que c'est nécessaire à faire si vous voulez réussir à avancer, si vous voulez avoir ce sentiment d'être fier de vous, si vous voulez euh, avoir le sentiment que les choses vont bien, en fait, que vous n'êtes pas bloqué, si vous voulez sortir de ce truc de je me sens bloqué, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. C'est pas que vous êtes perdu, c'est pas que vous êtes bloqué, oui, mais vous n'êtes pas bloqué parce que vous êtes perdu, vous êtes bloqué parce que vous ne prenez pas de décision là où vous devriez en prendre. Et c'est pas que vous savez pas quelle décision prendre, c'est pas que vous ne savez pas quelle solution choisir, c'est que vous avez peur de faire des choix. Et donc, la première étape de ce parcours pour sortir de ces moments-là, c'est déjà d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Je le répète très souvent, mais c'est ça la clé. La base de tout, c'est ça. Soyez honnête avec vous-même. Si vous vous posez avec vous-même, que vous écrivez, que vous avez cette conversation juste entre vous et vous-même, une conversation à haute voix, hein, s'il faut. Qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi vous en avez marre? Vraiment, c'est quoi qui vous saoule? Et dérouler le fil. J'en ai marre, par exemple, si vous si vous cachez des choses à votre partenaire, j'en ai marre de cacher des choses à mon partenaire. Pourquoi vous faites ça? Et soyez honnête avec vous-même. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce genre de comportement? Qu'est-ce qui fait que vous en avez marre de votre taf? Qu'est-ce qui fait que vous avez la boule au ventre avant d'y arriver? Vraiment, retournez à la racine des choses. Soyez ultra lucide avec vous-même, ultra honnête. Dites-vous les choses concrètement. Pour moi, tout part de là. Vous savez, très souvent, on dit on n'a pas confiance en soi, que c'est difficile, on n'a pas trop d'estime de soi, etc. Commencez par être honnête avec vous-même. Commencez par vous dire vraiment les choses et vous verrez que déjà vous aurez un petit peu plus d'estime de vous-même, déjà vous aurez un petit peu plus confiance en vous. Si c'est des choses que je dis souvent à mes clientes, hein, et ça fait partie du programme dans lequel mes clientes sont en croissance illimitée. Il y a tout un module là-dessus. Si une personne qui est face à vous et qui vous ment, est-ce que vous avez confiance en elle? Une personne qui est face à vous et qui n'est pas fiable, est-ce que vous avez confiance en elle? Non, vous n'avez pas confiance en elle. Vous n'aurez pas confiance en elle. Et quand vous vous mentez à vous-même, quand vous n'osez pas mettre les vrais mots sur les vrais problèmes, les vrais mots sur vos vrais mots, M-A-U-X, comme beaucoup aiment à le dire, vous n'aurez pas confiance en vous parce que vous êtes en train de vous trahir. Vous êtes en train de trahir une partie de vous. Vous êtes en train de ne pas reconnaître une partie de vous, de ne pas reconnaître certains de vos besoins fondamentaux. Donc la première chose à faire, c'est ça. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois me lancer à mon compte? Écrivez la vraie question. Retournez, cherchez la vraie question. Cherchez c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui vous embête à ce point-là? Qu'est-ce qui vous taraude le plus? Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie? C'est quoi le programme de fond qui tourne inconsciemment dans votre tête? Qu'est-ce qui prend toute cette place à l'intérieur de vous? C'est comme s'il y avait un éléphant à l'intérieur de votre appartement et que vous allumiez pas la lumière pour le regarder et que vous passiez votre temps à vous cogner dans les parties de l'éléphant, dans le cul de l'éléphant, dans son épaule, dans sa trompe. Et vous savez pas ce que c'est, vous comprenez pas. Bah ouais, vous pouvez pas passer d'une pièce à l'autre parce qu'il y a un putain d'éléphant en plein milieu de votre salon. Allumez la lumière et regardez. Ah ouais, il y a un éléphant, je vais peut-être le contourner ou lui demander de sortir, le faire sortir.
C'est ça qui se passe en fait. Vous êtes bloqué, vous êtes perdu, vous ne savez plus, vous savez plus où vous devez aller parce qu'il y a un éléphant en plein milieu de votre cerveau et qui vous prend toute votre énergie. Il vous casse tous vos repères. Donc mettez de la lumière dessus. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le vrai problème? C'est quoi la vraie chose que vous vous dites? C'est quoi la vraie question que vous avez et que vous n'osez pas affirmer? La vraie question, c'est pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je lui mens. La vraie question, c'est est-ce que je dois le quitter? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que je devrais changer enfin, est-ce que je fais des choses qui me plaisent dans mon travail ou est-ce que je me remets suffisamment en question ou est-ce que je fais bien mon travail? La question, c'est est-ce que je devrais changer de travail? Est-ce que je fais le travail que j'aime vraiment? C'est ça la vraie question. La question, c'est pas comment je fais pour avoir plus de temps pour moi et pour avoir moins de charge mentale. Les vraies questions, c'est à quel moment est-ce que enfin, à quel moment est-ce que je ne pense plus à moi? Est-ce que mon partenaire m'aide vraiment? Est-ce que je laisse la place à mon partenaire de prendre sa place? Est-ce que j'en fais pas un peu trop avec mes enfants? Quel est le rôle que que je suis en train de jouer? Est-ce que c'est un rôle qui me correspond? C'est ça les vraies questions. Posez-les-vous, écrivez-les et regardez-les en face. Ça voudra rien dire, ça voudra pas dire que que vous devez faire des choix tout de suite. Ça va pas vouloir dire que vous devez abandonner votre mari, vos enfants, changer de travail, partir avec votre sac à dos à l'autre bout du monde, élever des chèvres ou des lamas au Pérou. Pas du tout. Ça va pas vouloir dire non plus que vous allez devoir rester et encaisser et vous taire et parce que pas du tout. Ça va pas demander. En fait, vous avez peur des émotions qui arrivent avec ces questions-là, qui sont des questions profondément identitaires. Si ça fait des années que vous êtes avec votre conjoint ou avec votre mari, avec votre partenaire, ça fait des années que vous êtes avec, et que d'un coup vous êtes en train de vous demander si en fait c'est toujours la bonne personne pour vous. C'est normal que vous ayez peur. Vous êtes forgé une partie de votre identité en étant la partenaire de cette personne-là. C'est normal que ça vous fasse peur d'écrire cette question. Mais il faut que vous l'écriviez. Il faut que vous l'écriviez parce que, et ça va être notre deuxième étape, il faut que vous soyez en capacité d'accueillir les émotions en lien avec ce qui vous fait peur. Regardez la peur en face. L'autre jour, je lisais quelque chose, c'était en anglais, une petite phrase qui disait on ne doit pas dire fake it until you make it, qui voudrait dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, mais on devrait dire face it until you make it, c'est-à-dire fais face à tout ce qui se passe jusqu'à ce que tu y arrives, jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux être. Vous n'arriverez pas à vous sentir bien, à vous sentir sereine, à vous sentir apaisée dans votre vie si vous ne faites pas face à toutes les peurs, à tous les doutes, à toutes les incertitudes que vous pouvez ressentir à certains moments de votre vie. Il faut que vous soyez suffisamment honnête avec vous-même pour que vous puissiez laisser entrer les émotions. C'est ça qui vous fait peur. Ce sont les émotions que vous allez vivre. Vous avez peur de vous avouer que vous avez envie de changer de partenaire ou de partir en voyage et du coup de remettre en question la maison que vous venez d'acheter, le boulot dans lequel vous êtes et le salaire et la qualité de vie que vous avez parce que vous avez peur de l'insécurité. Et c'est normal. Mais tant que vous restez dans cette illusion de la peur, de l'insécurité, tant que vous restez dans ah ouais, mais non, mais l'idée que vous vous faites de cette insécurité-là, vous ne serez pas en capacité de prendre les bonnes décisions pour vous. Si vous voulez à un moment donné prendre des bonnes décisions, si vous voulez changer la donne, si vous voulez vraiment vous
reprendre les rênes, hein, tout simplement, reprendre les rênes. Il faut que vous soyez en capacité de vous confronter à ces émotions-là. Ce ne sont rien d'autre que des émotions. Encore une fois, ça ne va pas vous demander tout de suite d'agir. Prenez le temps d'accueillir ces émotions-là, les ressentir dans votre corps, les laisser être, les laisser vivre. Imaginez la situation, la nouvelle situation, celle que vous avez si peur d'imaginer, et laissez venir toutes les émotions qui sont en lien avec ça. Je vous en avais déjà parlé, mais par exemple, quand c'était super dur avec Eva, avec ma chienne, euh, je m'autorisais absolument pas à envisager de la replacer dans une famille. C'était impossible pour moi d'imaginer ça. Je refusais de même y penser. Et il y a un moment donné, je me suis autorisée à y penser. Je me suis autorisée à ressentir la tristesse, déjà, à ressentir la culpabilité de l'avoir laissée, à ressentir euh, le peu de fierté. Parce que c'est pas Jojo de se dire bah j'ai un chien, je l'adore, mais c'est trop dur pour moi et je vais la replacer dans une nouvelle famille. Le sentiment d'abandon, le fait de me dire je tiens pas mes responsabilités, j'ai fait une erreur, de reconnaître qu'à certains endroits, euh, bah, je suis pas la meilleure personne pour elle. Reconnaître qu'à certains endroits, c'est trop dur pour moi. Tout ça, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à plein de choses. Mais il fallait que je passe par là. J'étais obligée de passer par là parce que tant que j'y passais pas, c'est comme si je refusais de pouvoir avancer sur ce sujet, en fait. Parce que parmi les solutions qui s'offraient à moi, il y avait le fait de la replacer dans une famille. Même si c'était pas une solution, même si c'est pas une décision hyper populaire. Et on peut se le dire pour tout, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et on a toujours plusieurs choix. Par contre, il y a des choix qu'on s'autorise à penser plus facilement que d'autres. Il y a des choix qu'on refuse catégoriquement, avant même de s'être laissé le bénéfice du doute. Et c'est là où on fait une grave erreur, je pense. Il faut être en capacité de vivre toutes ces émotions-là. Même si on a l'impression que c'est contraire à nos valeurs, même si on se dit non, je peux pas, je veux pas penser à ça, je laisse ça de côté, c'est pas possible, je peux pas faire les choses comme ça. Eh bien, peut-être que si tu pourrais, et peut-être que ça serait la meilleure solution pour toi. Mais ça, tu le sauras que si tu acceptes l'idée, que si tu acceptes de faire venir ces émotions à l'intérieur de toi et de vivre cette expérience dans ton corps. C'est un petit peu comme un passage à blanc, quoi. C'est un petit peu comme un examen blanc. Vous vous autorisez à ressentir ces émotions-là et vous voyez comment vous naviguez avec ça. Vous n'avez pas pris de solution, vous n'avez pas pris de décision pour l'instant dans le réel, mais votre cerveau, vous savez, votre cerveau, que ça soit imaginé ou concrétisé, pour lui, c'est pareil. Si vous imaginez un éléphant rose, vous voyez l'éléphant rose. Je sais pas ce que j'ai avec les éléphants aujourd'hui, mais... Ben, si vous imaginez, comme moi je l'ai fait par exemple, que je laissais ma chienne dans une nouvelle famille, et ben mon cerveau a pris en considération cette idée, vraiment. Et donc pendant toute une journée, j'étais misérable. J'ai tout ressenti. Pendant toute une journée, j'ai tout ressenti. Parce que je me disais, bah là, si elle était dans une autre famille, si je prenais cette décision-là, voilà ce qui se passerait. Et faites la même chose. Imaginez, passez cet examen blanc avec vous-même. Et si je changeais de travail, quelle attitude j'aurais? Si j'avais pris ma décision, je change de travail. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que ça changerait dans mon quotidien? Comment je me sentirais? Au début, vous allez vous sentir mal, très certainement. Au début, vous allez ressentir de la tristesse, des doutes, des peurs, bien entendu. Mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, laissez-vous quelques jours. Peut-être sur certaines situations, quelques heures sont suffisantes. Typiquement, moi, pour ma chienne, j'ai pas eu besoin de 3 jours, hein. Ça m'a duré une journée. Quelques heures étaient suffisantes pour comprendre. Et, mais pour d'autres décisions, je sais il m'a fallu plusieurs semaines pour me faire à l'idée, pour accepter.
parce que c'était beaucoup plus important comme décision. Parce que émotionnellement, c'était beaucoup plus attaché à des choses difficiles à vivre pour moi. Mais donc, on se laisse le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. On se laisse le temps de vivre les émotions. Et là, c'est la troisième étape. On va se donner un délai d'intégration. Un délai qui n'est pas trop long et qui n'est pas trop court, mais qui nous permet de vivre cette vague émotionnelle. Surtout si vous êtes d'autorité émotionnelle en Human Design, donnez-vous ce cadeau-là. Offrez-vous ce cadeau de je prends du temps pour te faire part de ma décision, pour prendre une décision. Mais faut pas non plus tomber dans le truc de je prends le temps sans jamais se donner une date de fin. Parce que là, c'est la porte ouverte à l'inaction. Vous allez vous prendre le temps, et puis le temps, ça va durer, ça va durer, ça va durer. Et puis au final, vous retrouverez dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Donc donnez-vous une deadline. Dans 3 jours, j'ai pris ma décision. Dans 2 semaines, j'ai pris ma décision. Dans 6 semaines, j'ai pris ma décision. Essayez de ne pas aller au-delà de 2, 3 mois, parce que déjà 3 mois, c'est énorme. Je pense que 3 mois, c'est des bonnes décisions pour vraiment des gros changements de vie. Vraiment des très gros changements de vie, genre rupture amoureuse, par exemple. Je pense que pour un travail, typiquement, vous n'avez pas besoin de 3 mois pour savoir si vous devez changer de travail. Je pense. Après, j'en sais rien, hein, je connais pas votre vie, etc. Mais je pense que émotionnellement, au niveau du travail, on a généralement moins de liens affectifs que dans le couple. Et donc, je pense que vraiment, certaines décisions au sein du couple peuvent prendre beaucoup plus de temps parce que, justement, il y a énormément d'affect derrière tout ça. Et c'est un affect qu'on ne retrouve pas dans le travail. Donc, je pense, voilà, typiquement, rupture, allez, donnez-vous 2, 3 mois si vous voulez, si vous sentez que c'est le meilleur timing pour vous. Si vous avez envie d'être voilà, un peu, entre guillemets, tranquille et de vraiment vous laisser le temps d'être, entre guillemets, sûr à 100%. Je dis entre guillemets sûr à 100% parce que vous ne serez jamais sûr à 100%. Et ça, il faut que vous le sachiez directement, il faut que vous soyez OK avec ça. Vous n'aurez pas... euh, voilà, la solution apparaîtra, la décision que vous allez prendre ne sera pas certaine à 100% dans votre vie, surtout si vous avez une autorité émotionnelle. Mais c'est pas grave, si vous êtes sûr à 80%, c'est que c'est la bonne décision pour vous. Donc laissez-vous voilà, quelques heures, quelques jours, quelques semaines au maximum pour processer en fait toute la vague émotionnelle, pour vous laisser le temps de vous habituer à cette nouvelle réalité alternative dans votre cerveau. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'au fur et à mesure des jours, au début, ça va être difficile. Vous allez être triste, vous allez peut-être pas vouloir en parler, peut-être que vous allez vous couper un petit peu de discuter. Ça va être, vous êtes un petit peu renfermé. Puis au fur et à mesure des jours, vous allez sûrement vous décrisper, comprendre que bon bah en fait, vous allez commencer à faire le processus émotionnel que vous allez faire après dans la réalité. Ça sera beaucoup plus facile derrière de prendre une décision en ayant vécu ça déjà. Parce que votre corps saura, votre cerveau saura, et qui se dira, ah, mais en fait, c'est pas si pire, ça va. On n'est pas mort à la fin. Donc, ça va aller. Dans ce laps de temps, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous êtes là pour intégrer les émotions que vous avez du mal à intégrer et que vous êtes là pour, au final, prendre une décision. Et la décision que vous devez prendre à la fin, en général, elle a 3 caractères, ce que je vous disais dans l'épisode de la semaine dernière. Soit vous acceptez inconditionnellement la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit vous changez la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit vous quittez la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Et finalement, ce sont les 3 seules solutions qui s'offrent à vous. Là-dedans, bien entendu, accepter inconditionnellement, bon, c'est accepter, quitter, c'est quitter, d'en changer. Vous allez avoir différents scénarios de changement. D'accord. Si on reprend la question de la rupture amoureuse, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est pas grave, je le redis si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière.
Mais en gros, si vous décidez de changer la situation, ça veut dire ne plus faire les choses comme avant. Ça veut dire vous engager, vous et votre partenaire, dans le fait de changer les choses, donc de changer la dynamique, de vraiment vous adresser ensemble aux problèmes que vous rencontrez. Donc, si c'est des problèmes de communication, si c'est des problèmes de... Souvent, c'est des problèmes de communication qu'on a dans le couple. Hein. S'il y a une maladie mentale, s'il y a quelque chose, voilà. Est-ce qu'il faut aller voir un thérapeute? Est-ce qu'il faut reprendre des moments à deux et se donner ces moments-là, ce temps-là, cette intimité-là? Est-ce qu'il faut apprendre à communiquer? Très souvent, honnêtement, si vous décidez de changer, de changer votre situation en étant en couple, euh, c'est bien de faire appel à un thérapeute à ce moment-là. Soit pour vous personnellement, chacun, soit pour les deux ensemble. Parce que sinon, c'est très dur de changer une situation de couple, surtout quand ça fait des années qu'on est dans certains schémas, dans certains dynamismes. Vous n'allez pas forcément savoir comment appliquer les choses. Vous allez comprendre des choses en théorie, vous allez lire beaucoup de choses, mais derrière, savoir en théorie, concrètement comment appliquer, ça peut être très dur. C'est pour ça que vous faire accompagner, c'est à mon sens la meilleure solution quand vous décidez de changer la relation dans laquelle vous êtes. Après, si vous décidez de quitter, ben, vous décidez de quitter. Si vous décidez d'accepter exactement tel que c'est, et voilà, vous acceptez. Si vous décidez pour le travail, par exemple, vous acceptez inconditionnellement, donc ça veut dire que vous acceptez la situation au travail telle qu'elle est, et vous travaillez sur vous, hein, en final, pour accepter cette situation-là. Soit vous changez, donc là, ben voilà, je sais pas, ça peut dépendre, j'en sais rien, soit vous mutez, vous demandez une mutation pour le même travail, soit vous apprenez à mieux communiquer, soit vous faites un certain travail sur vous, mais là, vous pouvez pas trop vous engager dans un travail de, euh, de thérapie à l'échelle de votre équipe, hein, sauf si vous avez ce pouvoir-là au sein de votre travail, mais sinon, voilà, c'est pas possible. Vous pouvez vous engager dans un bilan de compétences qui vous permettrait aussi de changer, mais peut-être de quitter la situation, mais plus tard. Voilà, le bilan de compétences serait vraiment, je vais essayer de changer les choses. Donc déjà, je vais commencer par faire un petit bilan de là où j'en suis, de ce qui me permettrait, moi, de me sentir bien et de savoir si le travail dans lequel je suis, c'est vraiment le problème ou si c'est plus ma gestion émotionnelle et les relations de l'environnement de travail qui sont un problème, par exemple. Ou alors, vous pouvez décider de démissionner, de quitter, de trouver un autre travail. Voilà. Mais bref, donnez-vous ce délai d'intégration pour pouvoir... Et soyez vraiment... c'est le quatrième point, en fait. Soyez propre avec vous-même. Commencez pas à vous dire, je me donne 3 jours, et puis au bout de 3 jours, vous n'avez pas le courage de prendre une décision. Le quatrième point, donc premier point, vous avez été honnête. Deuxième point, vous accueillez vos émotions. Troisième point, vous vous donnez un délai. Quatrième point, ayez le courage. Ayez le courage de prendre une décision. Peut-être que la peur aura diminué, mais elle sera probablement toujours présente. Vous ne pouvez pas attendre de ne plus avoir peur pour prendre une décision, ça n'arrivera jamais. Vous aurez toujours peur, c'est normal parce que vous prenez une décision, vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, auquel votre cerveau n'a pas vraiment de référence. Ou alors s'il a des références, c'est probablement des références du passé qui sont pas forcément toujours très adéquates, très adaptées, voire qui vous ont fait souffrir par le passé. D'où le fait que vous ayez peur. Vous aurez toujours peur d'une situation que vous ne connaissez pas ou que vous avez mal vécue par le passé. Donc, si vous commencez à vous fier à votre peur, vous ne ferez rien de nouveau. Donc, ayez le courage d'affronter cette peur et de la prendre sous votre bras et d'avancer avec elle. Oui, on a peur, mais on sait que la peur diminue grâce à l'expérience. Tant que vous ne vivez pas l'expérience concrètement, vous aurez toujours une part de peur. Et le fait de l'avoir vécu émotionnellement, cette expérience, dans l'étape 2, va normalement faire que vous aurez un petit peu moins peur. Parce que votre corps se sera finalement habitué à ressentir ces émotions et cet inconfort-là. Et donc, ça vous fera plus tant peur. Les réponses n'arriveront jamais d'un coup et les solutions non plus. Ça va vous demander de faire des changements dans votre vie, mais tout commence par prendre une décision.
et faire confiance à la vie et avoir le courage d'œuvrer pour vous-même. Parce que vous savez ce qui est le mieux pour vous. Même si ça vous fait très peur, vous savez ce qui est le mieux pour vous. Alors faites-vous confiance. Et vous dites pas, oui, mais moi, j'ai pas assez confiance en moi. Parce que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est justement en ayant ce courage-là d'œuvrer au moins une fois pour vous que vous allez gagner en confiance. Parce qu'à l'issue de ça, vous allez vous rendre compte que d'une, vous n'êtes pas morte. Et que de deux, probablement votre vie est mieux. Probablement que vous êtes plus sereine. Probablement que vous êtes plus apaisée. Alors, je dis pas le lendemain, vous avez pris la décision, hein, mais quelques mois plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard. Vous verrez que ça aura été bénéfique. Parce que vous avez eu le courage de suivre vraiment votre cœur, de suivre vraiment ce qui vous allait à vous, pas ce qui allait aux autres, pas ce qui allait permettre aux autres de se sentir bien, mais ce qui vous convenait à vous. Ayez le courage pour que, cinquième étape, vous puissiez agir. Agir, c'est vous respecter. Agir, c'est être fiable avec vous-même. C'est tenir vos engagements envers vous-même. Vous avez décidé euh, vous avez décidé de prendre une décision et vous avez pris cette décision. Vous êtes fiable. Vous gagnez un point de confiance en vous parce que vous respectez ce que vous dites, parce que vous respectez aussi ce que vous pensez vraiment dans le fond, ce dont vous avez vraiment besoin. C'est ça qui est super, qui est super important à comprendre, c'est que cette confiance que vous recherchez, vous l'obtiendrez pas si vous continuez à vous mentir et si vous continuez à ne pas prendre de décision. On gagne confiance en soi parce que l'on passe à l'action, parce que l'on agit, parce que l'on prend des décisions pour soi, parce qu'on prend les meilleures décisions pour nous-mêmes. Et si vous agissez dans ce sens-là, vous gagnerez confiance en vous, peu importe la décision que vous prenez. Bien sûr, si vous continuez de choisir d'accepter une situation qui ne vous convient pas parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore prête à passer le cap, ok, très bien. Peut-être que vous allez gagner des points de confiance en vous, mais c'est sûr que vous en gagnerez plus si vous prenez l'autre décision, celle qui vous fait encore plus peur, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prête. Parce que après ça, vous serez fier de vous. Vous direz, putain, j'ai fait un truc de ouf là. J'ai fait un truc de ouf. Je suis sortie de cette situation alors que je pensais que j'y arriverais jamais. Et je l'ai quand même fait. Maintenant, voilà, faut pas non plus se flageller si on ne prend pas à chaque fois le choix le plus dur et le plus drastique, hein, d'accord? C'est pas non plus c'est pas toujours la bonne solution. Et clairement, vous, encore une fois, faites-vous confiance. Vous êtes la personne qui savait le mieux ce qui est le mieux pour vous. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Il y a un moment donné, si ça fait 3 fois que vous décidez d'accepter une situation inconditionnellement et que à chaque fois les doutes reviennent et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, c'est peut-être que c'est pas la bonne décision à prendre et qu'il va falloir prendre une autre décision. C'est peut-être que vous n'êtes pas suffisamment honnête avec vous-même. Mais c'est pas grave. Faites le processus à chaque fois. S'il faut, tous les mois, vous repassez par là. Mais voilà. À mon sens, quand vous êtes dans ces moments-là de gros doutes, prenez ces 5 étapes, posez-vous avec vous-même, accueillez les émotions, donnez-vous un délai de réflexion, d'intégration. Ayez le courage d'affronter, de prendre des décisions difficiles et agissez. Agissez. Continuellement, agissez. Et vous verrez qu'au début, c'est difficile de faire tout ça, mais que plus vous le faites, et moins c'est difficile. Même quand les conditions, même quand les situations, même quand les décisions que vous devez prendre sont difficiles. Le travail se fait de manière de plus en plus fluide. Voilà. J'espère que cet épisode t'aidera à retrouver du sens, à te sentir moins bloqué, à te sentir moins perdu. J'espère que ces 5 étapes te parleront et que tu pourras les mettre en application maintenant si tu en as besoin ou plus tard quand tu en auras besoin, si à un moment donné tu en as besoin. Et laisse-moi un petit message si ça te parle, si ça t'a aidé.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram @laure.sylvestre ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt!